De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité économiste Hamidine Kane ainsi que nos éditorialistes Alfred Chango et Jean-François Konji-Kombe sont toujours avec nous. Et en Tunisie, le tourisme a connu une chute de recettes d'un peu plus de 35% en 2015, prisé par les étrangers. Le secteur connaît moins d'affluence depuis les attentats de Bardo et l'attentat de Sousse. Conséquence, l'année 2015 n'a enregistré que 4,2 millions de touristes, bien en deçà des performances qui étaient enregistrées avant la révolution populaire de 2011. Un sujet d'Idlet Mirabel Bissou. En Tunisie, les recettes du secteur touristique ont enregistré une baisse de 35,1% en 2015 par rapport à 2014. En 2015, le tourisme a atteint 1,17 milliard de dollars, une performance loin d'être satisfaisante pour un secteur qui contribue à hauteur de 7% au produit intérieur brut du pays. Entre autres causes évoquées, l'insécurité qui sévit dans la sous-région depuis quelques années. Pour rappel, les attaques de Sousse et du musée du Bardo en termes de pertes économiques sont évaluées à près de 1 000 millions de dollars. Les causes sont premièrement la réaction des tour opérateurs qui, je crois, a été un peu trop rapide. C'est aussi l'absence de réactivité du secteur touristique tunisien. Il faut qu'on fasse une autocritique. Et puis, l'attentisme des autorités publiques face aux solutions alternatives qu'il aurait fallu mettre en place rapidement. Le repli des touristes en Tunisie est aussi à l'origine de la chute économique de ce secteur. D'ailleurs, les entrées de touristes étrangers ont connu une baisse de 30,8% en 2015. Environ 59 étrangers ont perdu la vie en Tunisie lors des attaques du Bardo et de Sousse en 2015. Un facteur qui a sans doute diminué le nombre de touristes venus d'Europe. Selon les chiffres officiels, seulement 1,3 million de personnes venues du vieux continent ont fait leur entrée en Tunisie en 2015, soit une baisse de 56,3% par rapport à 2014. Cette industrie touristique a coûté la perte d'une grande partie des 7% qu'elle contribue au produit intérieur brut tunisien. 7% touchés, ça fait beaucoup. Et premièrement, elle coûte énormément en emploi, puisque un certain nombre de jeunes se destinaient à ce secteur et se sont retrouvés ou sans emploi ou en ayant perdu temporairement l'emploi. Le secteur tire ses performances des hôtels, des agences de voyage, des compagnies aériennes et autres moyens de transport. La menace sécuritaire qui fragilise le tourisme en Tunisie a amené les autorités à prendre un certain nombre de mesures pour gagner la confiance des touristes et relancer les activités économiques de ce secteur dans le pays. Alfred, la révolution populaire de 2011 avait déjà bien ébranlé le secteur touristique en Tunisie. Les attentats de Bardo et de Sousse n'ont rien arrangé. Il apparaît clairement qu'aujourd'hui, les touristes ont vraiment peur d'aller en Tunisie. En effet, oui. Il suffit de consulter les agences de voyage, en particulier ici en France, pour se rendre compte de la dégringolade des demandes des touristes. Il y a des annulations considérables. Et c'est vraiment dommage pour ce beau pays, effectivement. Au moment de la Révolution, et dans la ferveur de la Révolution, on n'avait pas pensé à toutes les conséquences, justement, de l'après-Révolution. Dans cet enthousiasme-là, on n'a pas tenu compte, justement, de cette possibilité d'ébranlement du marché tunisien, en particulier du tourisme. Maintenant, effectivement, il faut prendre les mesures qui conviennent. Et je ne doute pas un seul instant que le gouvernement tunisien ne prenne ces mesures-là. Mais je pense qu'il faut peut-être aussi réorienter les appels d'offres touristiques vers l'Afrique, plutôt que d'attendre effectivement du tourisme étranger qui vient d'ailleurs, pour peut-être redynamiser ce secteur-là. On l'a vu d'ailleurs avec l'Algérie. Exactement. Donc si on ne redynamise pas, vous avez parfaitement raison, Amira, de le rappeler, c'est vraiment dans ce tourisme du sud-sud, peut-être que viendrait finalement le salut en attendant que les tourismes de l'extérieur puissent venir renforcer justement ce secteur et puis permettre à la Tunisie, en tout cas à son secteur touristique, de reprendre du poil de la bête. Monsieur Kane, la Tunisie n'est pas non plus une zone de non-droit. Est-ce que vous comprenez ce climat de peur qui entoure aujourd'hui ce pays? Oui, bon, ça veut dire que les touristes ont toujours peur de mauvaises surprises, surtout quand il y a eu déjà deux attentats. Et puis il y a la Libye à côté, donc, qui est un pays instable. Donc pour les Européens, c'est un pays qui n'est pas sûr, donc ils ne veulent pas y mettre les pieds.
Malheureusement pour la Tunisie, parce qu'elle a de vrais atouts. Et il y a 400 000 ou 500 000 Tunisiens qui travaillent dans le secteur touristique. Ça, et puis c'est un manque à gagner pour les Tunisiens. Mais je crois, comme l'a dit Alfred, il faudra essayer de voir d'autres solutions pour que d'ailleurs même les Tunisiens qui ne font pas beaucoup de tourisme commencent à faire du tourisme intra-Tunisie, à l'intérieur de la Tunisie, et puis appeler les pays du Maghreb aussi, l'Algérie, le Maroc, et puis les pays du Sud, la Mauritanie, le Sénégal et autres, qu'ils viennent pour dire qu'il y a des atouts et puis que ce n'est pas trop cher comme on le penserait. Donc, je crois que c'est une attitude que la diplomatie tunisienne devrait adopter. Et puis, je pense que ça pourrait marcher parce que beaucoup de touristes africains, quand ils ont les moyens, au lieu de partir en Afrique pour faire du tourisme, ils préfèrent venir faire ici du shopping. Donc, mieux vaut visiter justement le continent africain pour connaître les us et les coutumes de l'Afrique, parce que c'est important. Au Maroc, ça se fait déjà. Beaucoup d'Africains vont au Maroc pour faire du tourisme. Et pourquoi pas en Tunisie ou en Algérie? En Algérie, c'est un autre débat. On aura l'occasion d'ailleurs d'en débattre, j'espère. Jean-François. J'allais parler de l'Algérie, mais puisque vous ne voulez pas... Non, je ne vais pas parler d'Algérie. Je vais poursuivre un peu ce qu'ont dit mes amis. Je pense que le tourisme sud-sud ou le tourisme même à l'intérieur des pays, ça c'est une problématique que nous devrions développer en Afrique. Nous n'avons pas pris cette culture-là de nous déplacer, de visiter nos propres pays, de visiter nos trésors, etc. Et puis, je pense que ça apprend quelque chose de neuf sur la structure même du tourisme dans nos pays, ce qui accroît en fait, de mon point de vue, ce qui accroît la portée de cette crise-là, c'est qu'on a affaire à du tourisme industriel, organisé en Europe à travers des entreprises qui sont des agences, qui sont des tours opérateurs, etc. Et ces agences-là, quand ils prennent en charge des touristes, ils assument une responsabilité. Donc, rien que cette clause de responsabilité fait que le moindre risque, même simplement potentiel, fait qu'on va annuler. Et donc il y a, ça massifie les conséquences, et alors que le tourisme en Afrique, nous on le fait sans tour opérateur, etc. Donc il faudrait peut-être revoir aussi ça dans l'organisation même du tourisme, du secteur touristique dans nos pays. C'est très facile et c'est avantageux d'avoir des organisations qui amènent massivement du monde, mais lorsque ça ne va plus, on a aussi des pertes massives qui retentissent sur l'économie. Et les pays membres de l'UEMOA vont émettre 5,8 milliards de dollars de dettes en 2016. L'objectif à moyen et à long terme est de financer les projets dans les secteurs agricoles, infrastructurels et de formation. Idlet Mirabel-Bissou. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, prévoit d'émettre 5,8 milliards de dollars de dettes en 2016, soit 3 409 milliards de francs CFA. Au premier trimestre 2016, 920 milliards de francs CFA vont être levés. Ces émissions vont contribuer au développement des pays, notamment dans les secteurs des infrastructures et de la formation. La Côte d'Ivoire, locomotive de la zone UEMOA, va émettre près de 1192 milliards de francs CFA de dettes en 2016. Au niveau du cadre macroéconomique de l'UEMOA, les pays connaissent une croissance économique d'à peu près 6%. Donc automatiquement, s'il y a une croissance qui est soutenue, qui est durable, ça justifie justement pourquoi la mobilisation financière passe de 33 000 à 34 000. Ça, c'est le premier point. Mais en fait, il y a un problème qui se pose dans ces cas de mise en place de ces financements, de ces mobilisations, c'est la soutenabilité de la dette. Nous savons donc que tous ces pays, sur le plan sous-régional, ont un taux de soutenabilité de 39% du PIB, ce qui reste quand même beaucoup. Les émissions prévues en 2016 à l'échelle régionale vont aussi inclure un sous-coupe de 150 milliards de francs CFA. Les obligations islamiques prennent de l'ampleur dans la sous-région. Certains analystes estiment que cette nouvelle forme d'investissement permet au pays de garder une certaine souveraineté économique et d'investir davantage dans les infrastructures. La Côte d'Ivoire, qui contribue à hauteur de 40% dans la zone UEMOA, veut lever entre 2015 et 2020 des obligations islamiques d'une valeur de 300 milliards de francs CFA. Pourquoi tout cet argent? Pourquoi on mobilise autant? Et d'abord, le marché financier est attractif.
premièrement. Deuxièmement, le marché économique est attractif. Le seul point, c'est que dans cette zone, on a des riches pays quand même, avec tous les problèmes au Mali, Al-Qaïda, AQMI et tous les mouvements djihadistes qui peuvent avoir un impact sur le développement intégré de cette région. Sinon, les projets majeurs qu'il y aura à financer, il y aura l'énergie, il y aura les infrastructures et la transformation structurelle de l'économie régionale et dans le renforcement de l'intégration régionale. Les pays de l'UEMOA regorgent d'énormes potentialités économiques, notamment dans le secteur de l'agriculture. Le taux d'inflation est projeté à 1,7% en glissement annuel au 4e trimestre 2016. Les performances économiques de 2015 s'expliquent également par la hausse de la production industrielle dans la plupart des pays de l'Union. Monsieur Kane, que pensez-vous de ces émissions d'obligations qui se multiplient sur le continent africain? N'y a-t-il pas un risque qu'il y ait une crise de la dette sur notre continent? Bon, je crois que quand même, surtout dans la zone UEMOA, les 8 pays, je crois quand même qu'ils ont une certaine maîtrise justement de ces dettes. Et puis surtout, le plus gros pays, le plus important au point de vue capacité financière, la Côte d'Ivoire, à mon avis, c'est une bonne chose. Si c'est pour financer effectivement les infrastructures, l'agriculture et puis les industries qui vont avec. C'est à saluer, surtout pour la Côte d'Ivoire. Le Sénégal aussi vient en 2e position. Bon, il y a les autres pays comme le Burkina, le Bénin, le Niger et la Guinée-Bissau et le Togo qui aussi prennent, et le Mali qui prennent aussi leur part dans ces investissements. Mais il faudra que, je crois qu'ils essaient de maîtriser justement ces dettes parce que, comme vous l'avez dit tantôt, si les dettes ne sont pas maîtrisées, ce sera une explosion terrible dans les années à venir. Et puis, il ne faudra pas aussi commencer à dire que ce sont les générations futures qui vont payer les dettes actuelles, quoi. Donc ça, c'est à éviter. Et puis, les investissements, s'ils sont bien gérés au niveau de l'UEMOA et puis au niveau de la CEDEAO d'une manière globale, ce serait un apport important dans le développement de cette sous-région. Bon, mais on voit quand même que le Nigeria commence à peiner un peu avec le Naira, la dévaluation du Naira et puis les chutes du pétrole. Donc, il faudra essayer quand même si on est producteur de pétrole ou bien de matières premières, il faudra être très vigilant. Donc, c'est ce que je recommande aux États africains, la vigilance quand même dans les investissements. C'est l'heure de passer au chiffre du jour 11. Le chiffre du jour, c'est 11e. Le Sénégal est devenu le 11e pays africain à avoir signé la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Il s'agit en réalité d'un instrument multilatéral qui offre toutes les formes possibles de coopération pour combattre l'évasion fiscale. Jean-François, une réaction ? Excellente nouvelle. On attend le jour où tous les États africains seront partis à cela parce que nul ne peut s'opposer aux objectifs que sont la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre l'évasion fiscale. L'Afrique en souffre suffisamment pour qu'on puisse prendre des mesures et pour que les États puissent coopérer, échanger des informations, échanger des documents, coopérer pour le recouvrement des dettes fiscales, etc. Il reste quand même que c'est une curiosité dans le paysage. Et je m'inquiète de la capacité des Africains à pouvoir créer quelque chose pour eux-mêmes. La convention que vous avez annoncée comme multilatérale est une convention qui a été signée dans le cadre du Conseil de l'Europe et qui a été ensuite étendue à l'Organisation européenne de la coopération, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement en Europe, et qui a été ouvert aux autres États et qui a été ouvert aux États africains. Et juste pour terminer là-dessus, moi, ce que je crains, à partir du moment où il n'y a que 11 États africains, il y a tous les autres. Moi, je suis un opérateur économique, c'est l'une des lois de l'économie que chaque mesure amène un ajustement de son comportement. Moi, si je veux faire de la fraude, je vais dans les autres pays. Je ne vais pas dans les 11 pays en question. Donc il y a une question vraiment d'une politique africaine et d'une solidarité africaine pour éviter qu'il y ait des zones de non-droit ou des zones de fraude fiscale, etc. Les Africains auraient pu inventer un instrument et ensuite voir avec les autres si on pouvait se combiner. Voilà. Merci Jean-François. Mais c'est moi qui vous remercie, Amira. C'était un plaisir comme d'habitude. Merci à vous, Alfred. Merci Amira, joie immense de vous avoir retrouvé, bonheur en même temps, et puis à mes très chères téléspectatrices, merci beaucoup de leur accueil.
Et merci à vous, Monsieur Khan. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci pour vos analyses. Merci à vous. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'African Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, cette semaine toujours consacrée aux sociétés civiles sur le continent africain. À très vite.